France, 2013. Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime. Un matin ordinaire. Les grilles se ferment pour la dernière fois. 81 ans de fours allumés, éteints en quelques heures. Les derniers ouvriers sortent, les mains vides, sans se retourner. Pourtant, cette usine avait nourri une ville entière. Dans les années 70, 750 familles vivaient de ces fours. L'odeur du savane flottait sur les toits. Des générations d'enfants français ont grandi avec ce gâteau marbré, avec ce visage débonnaire de Papy Brossard, qui souriait depuis les écrans. Une icône nationale. Puis les ventes ont chuté. Les rachats se sont succédés. Les effectifs ont fondu, 750, puis 200, puis quelques dizaines. Jusqu'au silence. Comment deux empires centenaires, l'un ayant inventé le pain de mie emballé français, l'autre ayant créé le gâteau industriel vendu toutes les 2 secondes, ont-ils pu perdre pied, usine après usine, année après année? France, 1880 à aujourd'hui. L'histoire de ce qui arrive quand les habitudes d'un pays changent plus vite que ses machines. Au cœur de la belle époque, Paris respire l'ambition. Les grands boulevards s'illuminent au gaz. Les cafés débordent d'artistes, d'ingénieurs, de rêveurs. C'est dans ce Paris-là, au 92 rue de Richelieu, qu'un boulanger du nom de Philibert Jacquet ouvre sa boutique. Rien d'extraordinaire en apparence. Un homme, un four, une rue passante. Mais Philibert Jacquet n'est pas un boulanger ordinaire. En 1885, il dépose le brevet d'une invention qui semble presque trop simple pour être révolutionnaire. Le pain grillé. Un pain que l'on peut conserver. Un pain que l'on peut transporter. Un pain qui ne vieillit pas comme les autres. Dans une époque où chaque ménage dépend encore de la boulangerie du quartier, l'idée est radicale. Et si le pain pouvait voyager? 4 ans plus tard, en 1889, Philibert Jacquet présente son pain grillé à l'Exposition universelle de Paris. Il reçoit la médaille d'or. Cette année-là, 2 symboles de la France moderne sont consacrés au même endroit, au même moment. La Tour Eiffel et le pain Jacquet. L'un en acier, l'autre en farine. Tous deux destinés à durer. Pourtant, Jacquet ne s'arrête pas là. L'entreprise est rachetée en 1920 par la famille Joulin, qui comprend avant tout le monde ce que Philibert avait pressenti. L'avenir du pain n'est pas dans la boutique du coin. Il est dans l'usine, dans l'emballage, dans la grande distribution qui n'existe pas encore, mais qui viendra inévitablement. En 1959, la marque Jacquet commercialise le premier pain de mie tranché et emballé de France. Une révolution silencieuse. Du jour au lendemain, le placard de la cuisine française change de visage. À 800 km au sud-ouest de Paris, dans une ville tranquille de Charente-Maritime, une histoire différente commence. Georges Brossard, pâtissier de métier, rachète une petite biscuiterie artisanale, rue André Rabot. Nous sommes en 1931. La France sort à peine de la Grande Guerre, traverse la crise économique mondiale. Ce n'est pas le moment rêvé pour entreprendre. Georges Brossard entreprend quand même. À ses côtés, sa femme Laure. 2 mains supplémentaires, une volonté commune. Ils ne visent pas Paris. Ils ne visent pas l'exposition universelle. Ils veulent simplement faire de bons gâteaux, en faire beaucoup et en vivre dignement. Le modèle est paternaliste, presque familial. Quand une ouvrière n'a pas de quoi venir travailler, Georges Brossard lui achète une mobilette. Quand un employé traverse une période difficile, le patron l'aide de sa poche. Dans cette usine-là, tout le monde se connaît par prénom. En 1961, l'entreprise déménage dans une usine plus grande, toujours à Saint-Jean-d'Angély. Les 2 sites coexistent pendant 23 ans. Puis en 1962, Georges Brossard lance un produit qui va changer sa vie et la vie de millions de foyers français. Il l'appelle le savane, un gâteau marbré, moelleux, à la conservation longue. Pourquoi ce nom? Parce que Georges est passionné d'Afrique. Les rayures du marbré rappellent le zèbre. Les couleurs chaudes, le soleil de la savane. Le succès est immédiat. Foudroyant. À la fin des années 70, l'usine de Saint-Jean-d'Angély emploie 750 personnes. Toute une ville tourne autour de ces fours. Et Georges Brossard, désormais vieillissant, décide de mettre son propre visage sur ses emballages. Naît alors Papy Brossard, personnage de télévision, complice de goûter, figure rassurante d'une France qui mange en famille. Une icône. 2 hommes, 2 villes.
Deux philosophies. L'un construisait pour la modernité, l'autre pour la communauté. L'un pensait en usine et en brevet, l'autre en famille et en recette. Pendant un siècle, ces deux mondes ont prospéré séparément, chacun à sa façon, chacun dans son registre. Mais les marchés n'aiment pas les histoires séparées. Et bientôt, quelqu'un allait décider de les réunir, que cela leur plaise ou non. Les années 50 arrivent. La France se reconstruit. Les femmes entrent dans les usines, dans les bureaux, dans les ateliers. Le temps de préparer un repas complet à midi raccourci, les familles mangent plus vite, plus souvent debout, plus souvent pressées. La cuisine traditionnelle résiste, mais elle résiste mal. Quelque chose de nouveau s'installe dans les foyers français, le besoin de praticité. C'est dans ce vide-là que Jacquet et Brossard vont s'engouffrer. Pas par hasard, par instinct. 1959, Jacquet lance le premier pain de mie tranché et emballé de France. L'idée paraît banale aujourd'hui. Elle était révolutionnaire alors. Plus besoin d'aller chez le boulanger chaque matin. Plus besoin de couper soi-même. On ouvre le sachet, on prend une tranche, on referme. Le pain dure plusieurs jours. Il ne rassit pas comme la baguette. Il s'adapte à tout. Les tartines du matin, les sandwichs du midi, les toasts du soir. Les supermarchés qui commencent à pousser partout en France dans ces années-là en font immédiatement un produit phare. Jacquet entre dans les rayons, puis dans les foyers, puis dans les habitudes, puis dans la mémoire. 20 ans plus tard, en 1979, Jacquet frappe encore. La marque lance le premier pain à hamburger de France. À cette époque, le hamburger est encore une curiosité américaine. Jacquet le voit arriver. Jacquet le prépare. Quand les fast-foods débarquent en masse sur le territoire français dans les années 81, les pains Jacquet sont déjà là, sur les lignes de production, prêts à suivre le mouvement. Ce n'est pas de la chance, c'est de la vision. En 1983, nouvelle innovation, la baguette précuite emballée. On la sort du sachet, on la passe au four 10 minutes, et l'on obtient une baguette croustillante à la maison. Les artisans boulangers crient à la trahison. Les consommateurs, eux, adorent. À Clamecy, dans la Nièvre, l'usine Jacquet tourne 24 heures sur 24. 4 lignes de production, 10 lignes de conditionnement, 150 tonnes de produits fabriqués chaque jour, 4 millions de tranches de pain emballées chaque jour. Les camions sortent à toute heure, les rayons des supermarchés ne se vident jamais. Pendant ce temps, à Saint-Jean-d'Angély, Brossard construit un autre empire. Moins visible peut-être, mais tout aussi puissant. Le Savane, lancé en 1962, devient en quelques années le gâteau industriel le plus vendu de France. Sa recette ne change pas, sa forme ne change pas. Cette double vague marbrée, ce mélange de pâte nature et de pâte chocolat, c'est une constante dans un monde qui change trop vite. Les enfants qui ont grandi avec le Savane en donnent à leurs propres enfants. La fidélité se transmet comme un réflexe. Puis à la fin des années 70, Georges Brossard prend une décision qui va transformer sa marque en phénomène culturel. Il décide de mettre son visage sur ses emballages. Pas un acteur, pas un personnage inventé. Lui, Georges Brossard, vieux monsieur bienveillant, lunettes rondes, sourire chaleureux. Papy Brossard. Le personnage apparaît dans les publicités télévisées. Il parle aux enfants. Il rassure les mères. Il incarne une promesse simple. Ces gâteaux sont faits avec soin par quelqu'un qui vous ressemble. En France, dans les années 80, on ne dit pas « je vais acheter un gâteau ». On dit « je vais chercher un Savane ». Le chiffre est éloquent. À son apogée, un Savane est acheté toutes les 2 secondes en France. 22 millions d'unités vendues chaque année. La marque est présente dans un foyer français sur 3. L'usine de Saint-Jean-d'Angély emploie 750 personnes. La ville vit au rythme de ses fours. Les enfants des ouvriers grandissent en sachant qu'ils auront, eux aussi, leur place dans l'usine. C'est une certitude. Une promesse implicite que la ville et la marque se font mutuellement. À la fin des années 80, Jacquet et Brossard représentent ensemble quelque chose d'unique dans le paysage alimentaire français. 2 marques que tout oppose, l'une parisienne et industrielle, l'autre provinciale et familiale, mais que tout réunit dans l'esprit des consommateurs. La confiance, la régularité, la présence quotidienne. Ce ne sont pas des produits de luxe, ce ne sont pas des produits de fête, ce sont des produits de tous les jours.
Et c'est précisément pour cela qu'ils sont irremplaçables. On n'y pense pas. On les prend, on les mange, on les rachète. Semaine après semaine, année après année. Les deux marques ont compris avant les autres une vérité fondamentale du marché alimentaire. Ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, c'est celui dont l'absence se remarque. Jacquet et Brossard sont devenus des absences impossibles. Mais voilà ce que personne ne dit à l'heure de gloire, ce que personne ne veut entendre quand les chiffres montent et que les usines tournent à plein régime. Tout empire construit sur les habitudes des consommateurs repose sur une condition unique, fragile, invisible, que ces habitudes ne changent jamais. Et les habitudes, toujours, finissent par changer. 1968, Georges Brossard a construit quelque chose de rare. Une entreprise familiale devenue référence nationale, ancrée dans une ville, portée par des centaines de familles. Il a mis son visage sur ses emballages, il a donné son nom à un personnage que les enfants reconnaissent à la télévision. L'usine de Saint-Jean-d'Angély tourne à plein régime. Tout va bien. C'est souvent à ce moment précis que tout commence à déraper. Le groupe américain Pillsbury frappe à la porte. Pillsbury, géant de l'agroalimentaire mondial, propriétaire de dizaines de marques sur 3 continents, spécialiste du rachat de marques locales à fort capital affectif. L'offre est généreuse. Georges Brossard accepte. Ce jour-là, sans le savoir, il signe la fin du modèle qui avait tout construit. Car Pillsbury n'achète pas une biscuiterie artisanale. Pillsbury achète un actif financier, un portefeuille de marques, un flux de revenus. La ville de Saint-Jean-d'Angély, les 750 familles qui dépendent de l'usine, le lien entre Georges Brossard et ses ouvriers, tout cela n'apparaît dans aucune colonne de bilan. Tout cela ne compte pas. Les premières années, rien ne change en apparence. Le Savane continue de se vendre. Papy Brossard continue de sourire depuis les écrans. Mais sous la surface, quelque chose s'est rompu. Les décisions ne se prennent plus à Saint-Jean-d'Angély. Elles se prennent dans des bureaux lointains, par des hommes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'usine, qui ne connaissent point personne par prénom. Ce qui suit est une leçon d'économie que personne ne devrait avoir à apprendre de cette façon. Pillsbury revend Brossard, le repreneur revend à son tour. Puis encore, chaque transaction génère des frais, des restructurations, des synergies annoncées en conférence de presse et jamais tenues. Chaque nouveau propriétaire arrive avec ses propres priorités, ses propres consultants, ses propres tableaux Excel. Et chaque fois, la même question revient. Où peut-on réduire les coûts? La réponse, invariablement, désigne les mêmes lignes du budget, les effectifs, les sites de production, les investissements à long terme. En 2001, Sara Lee, autre géant américain, cède à son tour Brossard à Saveurs de France. L'entreprise a changé de main au moins 3 fois en 30 ans. À chaque passage, un peu de substance s'est évaporé. Un peu de la promesse originelle de Georges Brossard s'est dissoute dans les frais juridiques et les honoraires de conseil. Et pendant ce temps, l'usine de Saint-Jean-d'Angély, berceau de tout, continue de fonctionner. Mais elle n'est plus ce qu'elle était. 750 personnes dans les années 70. Moins de 300 au tournant du siècle. La ville le voit, les familles le sentent. Mais tant que les portes restent ouvertes, on préfère ne pas poser la question à voix haute. De son côté, Jacquet n'échappe pas non plus aux turbulences. En 1995, le groupe coopératif agricole Limagrin rachète la marque. L'intention est noble, construire une filière complète, du champ à l'emballage, avec des agriculteurs français, des moulins français, des usines françaises. Le discours est séduisant, la réalité est plus compliquée, car Limagrin est une coopérative céréalière. Ses fondateurs sont des agriculteurs auvergnats. Leur métier, c'est la terre, les semences, le blé. Pas le marketing de grande consommation, pas la gestion de marques grand public dans un marché saturé de promotions et de guerre des prix. Diriger Jacquet, c'est un autre monde. Un monde de linéaires de supermarchés, de négociations serrées avec les centrales d'achat, de campagnes publicitaires télévisées. Le rachat par Limagrin est une bonne nouvelle pour la filière céréalière française. Pour la marque Jacquet, le défi est immense. Comment rester compétitif sur le marché du pain emballé quand votre actionnaire principal pense d'abord en quintaux de blé? La réponse viendra plus tard, et elle ne sera pas sans douleur. Pendant que Jacquet et Brossard gèrent leur transition interne, une menace silencieuse s'installe dans les rayons des supermarchés français.
Elle n'a pas de visage. Elle n'a pas de publicité télévisée. Elle n'a pas de papy souriant sur son emballage. Elle a juste un prix. Les marques de distributeurs, ces produits vendus sous le nom du supermarché, fabriqués en sous-traitance, positionnés systématiquement 20 à 30% moins chers que les marques nationales, envahissent progressivement les rayons pain de mie et pâtisseries industrielles. Au début, les consommateurs les boudent. Le réflexe est simple. On fait confiance à ce qu'on reconnaît. Mais les années passent, le pouvoir d'achat stagne. Les ménages font leurs calculs. Et peu à peu, la question s'impose dans les caddies. Est-ce que ce pain de mie à la marque du supermarché est vraiment si différent de celui de Jacquet? Est-ce que ce gâteau marbré vaut vraiment le prix supplémentaire? Pour beaucoup, la réponse finit par être non. C'est le premier séisme, pas spectaculaire. Pas une date dans les livres d'histoire, juste une érosion lente, tranche par tranche, gâteau par gâteau, caddie par caddie. Les parts de marché glissent, les volumes reculent, les marges se compriment, et les discussions avec les grandes enseignes de distribution deviennent de plus en plus tendues. La tension éclate au grand jour en 2009. Brossard et les centres E-Leclerc, premier réseau de grande distribution alimentaire en France, ne parviennent pas à s'entendre sur les tarifs. La négociation achoppe, les positions se rigidifient, et E-Leclerc prend une décision radicale. Brossard est exclu du groupement d'achat. Ce n'est pas un détail. E-Leclerc représente à cette époque près d'un quart des ventes de produits alimentaires en France. Perdre l'accès à ce réseau, c'est perdre des millions d'euros de chiffre d'affaires du jour au lendemain. C'est voir des milliers de linéaires se fermer simultanément. C'est regarder les consommateurs se tourner vers autre chose, vers les marques concurrentes, vers les marques de distributeurs, simplement parce que le produit n'est plus là. La réaction de Brossard est immédiate et douloureuse. En 2010, l'entreprise se sépare de son activité surgelée. Les usines du Neubourg et de Castelsarrasin, deux sites de production, des centaines d'emplois, sont vendus au groupe islandais Alfeska. Ce n'est pas une restructuration, c'est une amputation. Et derrière chaque chiffre, derrière chaque ligne, dans un communiqué de presse sobre et froid, il y a des hommes et des femmes qui apprennent un matin que leur usine ne leur appartient plus, que leur métier vient de changer de main, que la certitude sur laquelle ils avaient bâti leur vie vient de s'évaporer. À Saint-Jean-d'Angély, on observe tout cela avec inquiétude. L'usine tourne encore. Les fours sont encore allumés. Mais les effectifs ont continué de fondre. On est loin des 750 salariés des années glorieuses. En 2010, il reste 215 personnes à Pithiviers pour assurer toute la production Brossard. L'usine historique de Saint-Jean n'assure plus que quelques lignes. Le signet est là, lisible pour qui veut le lire. Une marque qui concentre sa production, qui ferme un site, puis un autre, ne le fait jamais par choix. Elle le fait parce qu'elle n'a plus les moyens de faire autrement. Personne ne prononce encore le mot « fermeture » à voix haute. On parle de rationalisation, d'optimisation des flux, de repositionnement stratégique. Le vocabulaire des restructurations est toujours le même. Précis, neutre, conçu pour ne rien dire de ce qu'il signifie vraiment. Ce qu'il signifie, c'est ceci. Quelque chose se termine, lentement, inexorablement, et personne dans les bureaux ni dans les ateliers ne sait encore exactement quand. En 2011, Limagrain annonce le rachat de Brossard. Sur le papier, c'est une fusion entre deux marques complémentaires. Une réponse industrielle aux défis du marché, une consolidation logique. Mais une question mérite d'être posée, une question que les communiqués de presse n'évoquent jamais. Quand deux entreprises fragilisées décident de fusionner, est-ce vraiment une force qui se construit? Ou est-ce deux naufrages qui s'agrippent l'un à l'autre, en espérant que l'addition de deux faiblesses ne finisse, d'une façon ou d'une autre, par ressembler à une force? Jusqu'en 2011, Limagrain annonce officiellement le rachat de Brossard et la création de Jacquet Brossard. Les termes sont soigneusement choisis. On parle de complémentarité des gammes, de synergie industrielle, de consolidation d'un leader français de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Les dirigeants posent pour les photographes. Les chiffres sont présentés avec optimisme. Plus de 1400 collaborateurs, un chiffre d'affaires combiné qui dépasse les 380 millions d'euros, 10 sites de production répartis sur le territoire français et belge. Sur le papier, c'est une réussite. Deux marques iconiques,
Deux histoires centenaires, réunies sous un même toit pour affronter ensemble un marché difficile. Mais les communiqués de presse racontent rarement toute l'histoire. Ce que le communiqué ne dit pas, c'est que Brossard arrive dans cette fusion en position de faiblesse. L'exclusion de Leclerc en 2009 a laissé des traces profondes dans les comptes. La vente des usines de surgelés en 2010 a réduit le périmètre de l'entreprise. La marque est solide dans l'esprit des consommateurs. Le Savane reste le Savane, le Brownie reste le Brownie, mais les fondations financières sont fragilisées. Ce que le communiqué ne dit pas non plus, c'est que Jacquet, sous la direction de l'Imagrain depuis 1995, n'a pas résolu l'équation fondamentale qui se pose à toutes les marques de grande consommation en ce début de siècle. Comment justifier un prix premium face à des marques de distributeurs qui copient les recettes, répliquent les formats et vendent 30% moins cher? Deux marques, deux problèmes distincts, une seule fusion pour les résoudre. Fusionner deux entreprises alimentaires n'est pas une opération comptable. C'est une opération humaine et donc inévitablement une opération douloureuse. Les équipes se regardent. Qui commande qui? Quelle culture d'entreprise l'emporte? Les commerciaux Jacquet et les commerciaux Brossard couvrent parfois les mêmes clients, les mêmes enseignes, les mêmes linéaires. Les équipes marketing défendent chacune leur marque, leur budget, leurs priorités. Les directeurs d'usine savent, sans qu'on le leur dise, qu'une fusion implique toujours une question non formulée, mais omniprésente. Laquelle de nos usines est de trop? Cette question flotte dans l'air des réunions de direction. Elle ne figure dans aucun ordre du jour. Mais tout le monde la connaît. Et tout le monde sait que la réponse finira par arriver, pas sous la forme d'une annonce franche, mais sous celle d'un plan de rationalisation industrielle, présenté un matin de semaine, dans une salle de réunion au store BC. La sentence arrive en 2013. L'usine de Saint-Jean d'Angély, celle que Georges Brossard avait ouverte en 1931, celle qui avait nourri 750 familles dans les années glorieuses, celle qui avait vu naître le Savane en 1962, ferme définitivement ses portes. 82 ans d'histoire. Terminé. Les derniers salariés, quelques dizaines, loin des centaines d'autrefois, apprennent la nouvelle officiellement. Mais ils la savaient déjà. Ça se sentait depuis longtemps. Dans les commandes qui diminuaient, dans les lignes de production qui s'arrêtaient une à une, dans les regards des chefs d'atelier qui ne répondaient plus directement aux questions sur l'avenir. La ville de Saint-Jean d'Angély perd ce jour-là bien plus qu'une usine. Elle perd un repère, un rythme, une identité industrielle construite sur 3 générations. Ce genre de perte ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en silence, au café du matin, quand les habitués ne se lèvent de plus à la même heure parce qu'il n'y a plus d'embauche à 6 heures. Elle a commencé à l'usine à 19 ans. Son père y travaillait avant elle. Sa mère aussi, quelques années, avant de partir élever les enfants. 30 ans de chaînes, 30 ans de sachets à sceller, de gâteaux à contrôler, de cadences à tenir. Elle connaît l'odeur du Savane chaud mieux que n'importe qui. Elle sait exactement à quel moment la double vague marbrée est parfaite, ni trop dorée, ni pas assez. Quand l'usine ferme en 2013, elle a 49 ans. Trop jeune pour la retraite. Trop âgée dans la réalité du marché du travail pour que les employeurs de la région la regardent avec enthousiasme. Le plan social lui propose une formation. Elle accepte, parce qu'elle n'a pas le choix. Mais reconvertir 30 ans de savoir-faire articulé autour d'un four industriel, ça ne s'apprend pas en 6 mois dans une salle de cours. Son histoire n'est pas exceptionnelle. Elle est celle de dizaines de femmes et d'hommes de Saint-Jean d'Angély, des vies construites autour d'une certitude qui a cessé d'exister un matin de semaine, sans prévenir. À Clamecy, dans la Nièvre, l'usine Jacquet tourne encore. 4 millions de tranches de pain par jour. Les machines ne s'arrêtent pas. Les camions sortent à toute heure. Pour lui, la fusion n'a pas signifié la fermeture. Elle a signifié autre chose, la pression. Davantage de rendement demandé. Des objectifs de coûts revus chaque année à la baisse. Des réunions de reporting qui remplacent les discussions de couloir. Une hiérarchie plus lointaine, plus abstraite, moins présente physiquement dans les ateliers. La culture de l'usine Jacquet, cette culture de l'innovation, du produit, du savoir-faire technique, doit désormais cohabiter avec les impératifs financiers d'un groupe plus grand, plus complexe, plus regardant sur chaque centime de marge. Il reste, il s'adapte, mais quelque chose a changé,
quelque chose d'impalpable que l'on ne peut pas mettre dans un rapport trimestriel et qui pourtant définit si les gens se lèvent le matin avec l'envie de bien faire leur travail ou simplement avec l'obligation de le faire. Il est arrivé après la fusion, recruté pour accompagner la transformation. Jeune diplômé, armé de frameworks et de méthodologies, il croit dans le projet, il croit dans la complémentarité des deux marques. Il croit que la rationalisation industrielle va libérer des ressources qui permettront d'investir dans l'innovation, dans le marketing, dans la conquête de nouveaux marchés. 2 ans plus tard, il commence à comprendre quelque chose que les manuels de gestion n'enseignent pas. Les fusions alimentaires ne créent pas de valeur par addition. Elles créent de la valeur par soustraction, en supprimant des doublons, en fermant des sites, en réduisant des effectifs. Et cette valeur-là a un coût humain que les tableaux de bord ne capturent jamais complètement. Il reste dans l'entreprise, il fait son travail, mais il a appris à distinguer ce que les chiffres disent et ce qu'ils taisent. Jacquet Brossard existe désormais. Les marques sont regroupées, les usines survivantes tournent, les camions livrent, les rayons sont approvisionnés. Mais le marché, lui, ne reste pas immobile pendant que les fusions se consolident. Dehors, quelque chose change, profondément, silencieusement. Dans les poches des consommateurs français, un outil nouveau vient d'apparaître. Un outil qui va remettre en question, en quelques années, des décennies de confiance aveugle dans les marques alimentaires industrielles. Il s'appelle Yuka, et Jacquet Brossard n'est pas prêt. 2017. Dans les rayons d'un supermarché français ordinaire, une scène nouvelle commence à se répéter. Une femme s'arrête devant un paquet de pain de mie. Elle ne lit pas l'étiquette. Elle sort son téléphone. Elle scanne le code barre. 3 secondes. Un cercle vert ou rouge apparaît sur l'écran. Elle repose le produit ou elle le met dans son caddie. Cette femme utilise Yuka. Et elle n'est pas seule. En quelques mois, l'application devient un phénomène de masse. 10 millions d'utilisateurs en 2019. 28 millions en 2021. Des dizaines de millions de scans effectués chaque jour dans les supermarchés français. Yuka note les produits alimentaires sur la base de leur composition. Additifs, sucre, sel, graisse saturée, conservateurs. La note s'affiche immédiatement. Verte si le produit est jugé sain, orange s'il est médiocre, rouge s'il est à éviter. Le principe est simple, l'impact est brutal, car pour la première fois dans l'histoire du marketing alimentaire, la marque ne contrôle plus le récit. Peu importe la publicité, peu importe le packaging soigné, les couleurs chaleureuses, le logo rassurant. Un algorithme lit la liste des ingrédients et rend son verdict en 3 secondes. Et des millions de consommateurs font confiance à cet algorithme davantage qu'à des décennies de communication de marque. Pour Jacquet Brossard, le choc est réel. Non pas parce que les produits sont mauvais, la marque a fait des efforts sincères et documentés depuis des années, mais parce que l'image de produits industriels emballés est, par définition, suspecte aux yeux de l'algorithme. Le pain de mie contient des conservateurs pour durer plusieurs jours. Il contient des émulsifiants pour maintenir sa texture. Il contient des agents de traitement de la farine pour garantir une production à grande échelle. Chaque ingrédient a une justification technique. Aucune justification technique ne convainc un consommateur qui voit s'afficher un cercle orange sur son écran. Yuka n'est pas seul. En 2017, la France déploie le Nutri-Score, un système d'étiquetage nutritionnel apposé sur les emballages, visible immédiatement au rayon, qui classe les produits de A à E selon leur profil nutritionnel. Le A est vert foncé, le E est rouge vif. Le système est volontaire dans un premier temps, mais la pression publique et médiatique est telle que les grandes marques alimentaires n'ont pas vraiment le choix. Refuser le Nutri-Score, c'est admettre qu'on a quelque chose à cacher. Jacquet Brossard adopte le système et la marque travaille, réellement, pas pour l'apparence, pour les recettes elles-mêmes. Suppression de l'huile de palme dès 2011, bien avant que ce soit une exigence du marché. Suppression des sucres ajoutés sur l'intégralité de la gamme de pain de mie. Réduction du taux de sel. Développement d'une farine sans résidus de pesticides pour la gamme premium. En 2025, 95% des produits Jacquet affichent un Nutri-Score A ou B. Les efforts sont réels. Les résultats sont là. Mais voici le problème que personne n'avait anticipé. Dans l'esprit des consommateurs,
La réhabilitation d'une marque industrielle est infiniment plus lente que sa condamnation. Il faut 20 ans pour construire la confiance. Il suffit de 3 secondes, le temps d'un scan Yuka pour l'ébranler. Et une fois ébranlée, elle ne revient jamais tout à fait au même niveau. Papy Brossard avait mis 20 ans à s'installer dans les foyers français. Yuka l'a fait douter en une saison. Si Yuka a fissuré la confiance, l'inflation de 2022 enfonce le coin. L'automne 2022, les prix des matières premières s'envolent partout en Europe. Le blé, dont la guerre en Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, atteint des niveaux historiques. L'énergie, indispensable pour faire tourner les fours industriels 24 heures sur 24, explose à la hausse. Les emballages plastiques, les levures, les huiles végétales, tout augmente simultanément, massivement, sans préavis. Jacquet Brossard n'a pas le choix. Les prix de vente augmentent. Le pain de mie emballé devient la catégorie la plus inflationniste de toute la grande consommation française. Une hausse de 18% en octobre 2022, selon les données du cabinet Circana. 18% en quelques mois. Et à ce moment précis, dans les caddies des supermarchés français, quelque chose se passe. Un calcul silencieux, rapide, presque inconscient. Le consommateur regarde le paquet de pain Jacquet, il regarde le prix, il regarde le paquet de pain à la marque du supermarché, juste à côté, 30% moins cher. Il regarde son téléphone. Et Yuka lui dit que les deux produits ont des profils nutritionnels comparables. Pourquoi payer plus? La réponse, pour un nombre croissant de ménages français, est devenue « je ne sais plus ». C'est ici que se révèle la nature exacte du piège dans lequel Jacquet Brossard se trouve enfermé. En bas, les marques de distributeurs. Moins chères, de plus en plus bien notées par Yuka, de plus en plus acceptées par des consommateurs qui ont abandonné leur réticence initiale. Ces marques ne font pas de publicité. Elles n'ont pas d'histoire. Elles n'ont pas de Papy Brossard, ni de médaille d'or à l'exposition universelle. Mais elles coûtent moins cher. Et dans une période d'inflation, le prix gagne presque toujours. En haut, la boulangerie artisanale, portée par une tendance de fond, le retour au naturel, au local, au fait main. Elle capte les consommateurs les plus exigeants, ceux qui ont de l'argent et du temps, ceux qui font leurs courses le samedi matin et choisissent leur boulanger comme ils choisiraient leur médecin. Ces consommateurs-là ne reviendront pas vers le pain de mie emballé, pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il incarne désormais ce qu'ils veulent fuir, l'industriel, l'emballé, le standardisé. Jacquet Brossard est coincé entre ces deux forces, trop cher pour rivaliser avec les MDD, trop industriel pour séduire les adeptes de l'artisanal. C'est le destin classique des marques de milieu de gamme dans un marché qui se polarise. Et c'est l'un des plus difficiles à déjouer, parce qu'il ne résulte d'aucune erreur précise. Il résulte de l'évolution du monde. Les résultats financiers racontent cette histoire avec une précision froide. 2023, 1400 collaborateurs. Chiffre d'affaires de 380 millions d'euros. 2025, 1300 collaborateurs. Chiffre d'affaires de 360 millions d'euros. En 2 ans, 100 emplois supprimés, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires évaporés. Les signaux financiers confirment l'inquiétude. En janvier 2024, Jacquet Brossard Distribution, la filiale commerciale du groupe, réduit son capital social de 43,9 millions d'euros à 18,2 millions d'euros. Une réduction de capital de cette ampleur n'est jamais anodine. Elle signifie que la structure financière doit être assainie, que des pertes ont été absorbées, que le groupe se recentre sur l'essentiel pour traverser la tempête. Personne ne prononce le mot « crise » dans les communiqués officiels. On parle d'adaptation, d'optimisation, de recentrage stratégique. Mais derrière ces mots, il y a 100 familles de moins qui dépendent de Jacquet Brossard pour vivre. Il y a des lignes de production qui tournent moins vite. Il y a des négociations avec les enseignes de distribution qui se tendent chaque année davantage. Le Savane est encore dans les rayons, le pain Jacquet aussi, les usines de Clamecy et de Sens tournent encore. La marque existe, elle résiste. Mais résister n'est pas la même chose que prospérer. Et les villes qui ont construit leur identité autour de ces usines, Saint-Jean d'Angély hier, d'autres peut-être demain, savent mieux que personne ce que signifie la différence entre les deux. Il reste une question à poser.
Pas sur les chiffres, pas sur les stratégies, sur les gens, sur ce qu'il reste quand une usine s'éteint, quand une marque recule, quand une promesse industrielle faite à une communauté cesse d'être tenue. C'est ce que le chapitre suivant va raconter. Quand une usine ferme, il y a d'abord le bruit, les syndicats, les assemblées générales, les articles dans la presse locale, les élus qui promettent de se battre, les directions qui parlent d'accompagnement et de reconversion. Pendant quelques semaines, la fermeture existe dans l'espace public. Elle est visible, elle est débattue, puis le bruit s'arrête. Et c'est le silence qui commence. Un silence bien plus difficile à supporter que le bruit, parce qu'il signifie que le monde a tourné la page, même si les gens qui vivaient de cette usine n'ont pas encore trouvé la leur. À Saint-Jean-d'Angély, après 2013, c'est ce silence qui s'installe. Les grilles du site Brossard restent fermées. La friche industrielle, ses bâtiments vides, ses cours envahis par les mauvaises herbes, ses fenêtres aux carreaux cassés, devient un paysage que les habitants contournent sans le regarder. Pas par indifférence, par pudeur. Parce que regarder, c'est se souvenir. Et se souvenir fait mal quand il n'y a rien à faire de se souvenir. La ville de Saint-Jean-d'Angély compte un peu plus de 7000 habitants. L'usine Brossard, à son apogée, employait 750 personnes, soit une famille sur 10 directement. Indirectement, les commerçants qui vivaient des salaires de l'usine, les fournisseurs locaux, les services, le tissu économique entier de la ville était irrigué par ces fours allumés nuit et jour. Quand les fours s'éteignent, ce n'est pas seulement une usine qui disparaît, c'est un système entier qui se dérègle. En 2018, une nouvelle usine s'ouvre à Saint-Jean-d'Angély. Elle s'appelle Jean et Lisette. Elle fabrique des biscuits biologiques. Elle emploie quelques dizaines de personnes. L'ironie est parfaite et cruelle à la fois. Sur les décombres symboliques de l'empire industriel de Georges Brossard, une toute petite entreprise artisanale essaie de faire ce que Brossard faisait en 1931. Partir de rien, dans la même ville, avec la même ambition de bien faire. Mais Jean et Lisette ne nourrira jamais 7000 habitants comme Brossard le faisait. Les économies d'échelle ne fonctionnent pas dans ce sens. Ce que l'industrie construit en 50 ans, l'artisanat ne peut pas le reconstruire en 5. Et les familles qui ont perdu leur emploi en 2013 n'ont pas attendu 2018 pour trouver une solution. Elles se sont éparpillées, reconverties, parfois parties ailleurs. Une communauté ouvrière ne se reconstitue pas par décret. La friche Brossard, elle, a finalement été rachetée par une société spécialisée dans la réhabilitation immobilière. Les murs sont là. L'histoire qu'ils contenaient? Non. Il existe une comptabilité officielle des fermetures d'usines. Elle recense les emplois supprimés, les indemnités versées, les formations financées. Elle est rigoureuse, précise, consultable dans les archives des prud'hommes et des directions régionales de l'économie. Il n'existe pas de comptabilité officielle de ce que les sociologues appellent le coût invisible des désindustrialisations. Ce coût-là ne se mesure pas en euros. Il se mesure en divorce dont le stress économique est la cause non déclarée. En dépression que les médecins généralistes de campagne voient affluer dans leur cabinet les années qui suivent une fermeture. En enfants qui grandissent dans des familles où l'idée même d'un emploi stable est devenue abstraite, presque mythologique. Il se mesure aussi en identité perdue. Une ouvrière qui a passé 30 ans à contrôler la qualité du savane n'est pas seulement une demandeur d'emploi en reconversion. Elle est quelqu'un dont le savoir-faire, réel, précis, irremplaçable, n'a plus de marché. Quelqu'un dont l'expérience professionnelle est devenue, du jour au lendemain, un actif sans valeur marchande reconnu. Cette réalité-là ne figure dans aucun communiqué de presse. Elle ne génère aucun titre dans les journaux économiques. Elle existe pourtant, silencieusement, dans des centaines de villes françaises qui ont traversé ce que Saint-Jean-d'Angély a traversé. La France exporte dans le monde entier l'image de la baguette artisanale, du boulanger en tablier blanc, du pain au levain cuit dans un four à bois. Cette image est réelle et précieuse. Elle fait partie du patrimoine culturel français, reconnu par l'UNESCO en 2022 au titre du patrimoine immatériel de l'humanité. Mais cette même France mange, dans sa réalité quotidienne, 86% de pain de mie industriel. Elle remplit ses caddies de sachets emballés sous atmosphère. Elle apprécie la praticité, la conservation longue, le prix accessible.
Elle veut l'image artisanale et le confort industriel, simultanément, sans contradiction apparente. C'est dans cet espace de tension entre le mythe et la réalité que Jacquet Brossard a prospéré pendant des décennies. Et c'est dans ce même espace, quand le mythe a commencé à peser plus lourd que la réalité, que la marque a commencé à reculer. Il serait facile, à ce stade, de conclure que Jacquet Brossard est condamné, que le modèle est dépassé, que les consommateurs ont tourné le dos et ne reviendront pas. Mais l'histoire industrielle enseigne quelque chose de différent. Les marques qui ont survécu aux grandes ruptures de marché ne sont pas celles qui ont ignoré le changement. Ce sont celles qui ont compris, à temps, que survivre impose de se redéfinir. Non pas en abandonnant ce qu'elles sont, mais en comprenant ce que le monde attend d'elles désormais. La question n'est plus comment Jacquet Brossard a-t-il perdu du terrain? La question est qu'est-ce que cette histoire nous dit sur la façon dont les sociétés industrielles vieillissent, s'adaptent ou disparaissent au moins. 1885. Philibert Jacquet dépose son brevet de pain grillé. Il reçoit sa médaille d'or. Il pose les fondations d'une marque qui durera 140 ans. 140 ans. C'est une éternité en termes d'industrie alimentaire. C'est une preuve de résilience, d'adaptation, de capacité à traverser les guerres, les crises économiques, les révolutions du commerce. Jacquet a survécu à 2 conflits mondiaux, à la naissance de la grande distribution, à l'arrivée des marques de distributeurs, à 10 changements de propriétaires. Et pourtant, 140 ans d'histoire n'ont pas suffi à protéger l'entreprise de 100 emplois perdus en 2 ans. 140 ans de confiance construite n'ont pas résisté à 3 secondes de scan sur Yuka. Ce n'est pas une critique, c'est une loi du marché, froide et implacable. L'héritage crée de la valeur symbolique, mais il ne crée pas de protection réelle. Une marque centenaire qui ne se réinvente pas devient un musée, admiré, visité, mais progressivement contourné par ceux qui cherchent quelque chose de vivant. Jacquet Brossard n'est pas un musée. La marque innove, elle reformule, elle supprime l'huile de palme, les sucres ajoutés, les résidus de pesticides. Elle obtient ses Nutri-Score. Elle investit dans la traçabilité. Mais innover sur le produit ne suffit pas quand c'est la catégorie entière, le pain industriel emballé, qui est remise en question dans l'esprit des consommateurs. L'héritage, dans ce contexte, devient presque un fardeau. Il lie la marque à une image du passé au moment même où elle essaie de construire une image du futur. 2011, Jacquet et Brossard fusionnent. L'addition semble logique. 2 marques complémentaires, un portefeuille élargi, des synergies industrielles, une taille critique pour négocier avec les grandes enseignes. Sur le papier, tout tient. Dans la réalité, la fusion a produit exactement ce que les fusions produisent le plus souvent dans l'industrie alimentaire. Une période d'instabilité interne prolongée, des coûts d'intégration sous-estimés, des fermetures de sites inévitables et une distraction stratégique au moment précis où le marché exigeait une attention totale. L'usine de Saint-Jean-d'Angély a fermé 2 ans après la fusion. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la mécanique implacable de toute consolidation industrielle. Pour que 2 deviennent 1, il faut d'abord décider ce qu'on supprime. La leçon n'est pas que les fusions sont mauvaises, elle est plus subtile. 2 entreprises fragilisées qui fusionnent ne créent pas automatiquement une entreprise solide. Elles créent une entreprise plus grande, avec tous les problèmes des 2, plus les problèmes de l'intégration elle-même. La taille n'est pas la force. La clarté stratégique est la force. Et la clarté stratégique est précisément ce qui manque le plus dans les années qui suivent une fusion difficile. C'est peut-être la leçon la plus cruelle et la plus universelle. Une usine se construit en 5 ans. Elle s'amortit en 20. Elle emploie des centaines de personnes dont les compétences sont spécialisées, dont les vies sont organisées autour de ses horaires, dont les familles dépendent de ses salaires. Elle est, par nature, un engagement de long terme, un pari sur la stabilité. Un algorithme de notation alimentaire se déploie en 18 mois. Une tendance de consommation, le retour à l'artisanal, la méfiance envers l'industriel, s'installe en 3 ans. Une application mobile atteint 22 millions d'utilisateurs en 4 ans. La vitesse du monde culturel et numérique est incompatible avec la vitesse du monde industriel. Ce n'est pas la faute de Jacquet Brossard. Ce n'est la faute de personne. C'est simplement la réalité d'une époque
où les habitudes changent plus vite que les machines ne peuvent s'adapter, où les perceptions se forment plus vite que les recettes ne peuvent être reformulées, où la confiance se perd plus vite qu'elle ne se construit. Papy Brossard a mis 20 ans à devenir une icône, une génération entière pour s'installer dans les foyers, pour devenir un réflexe, une habitude, une affection. Yuka a mis 4 ans à remettre en question tout ce que cette icône représentait. Ce n'est pas une guerre que l'industrie alimentaire peut gagner par l'innovation seule. C'est une guerre culturelle. Et les guerres culturelles ne se gagnent pas dans les ateliers de production. Il reste, au terme de cette histoire, une question que personne ne pose vraiment. Ni les analystes financiers, ni les consultants en stratégie, ni les journalistes économiques. Quand la France cessera de fabriquer son propre pain industriel, quand les usines auront fermé les unes après les autres, quand la production sera délocalisée ou abandonnée, qui le fabriquera? Et à quel prix? Et avec quel emploi? Dans quelle ville? Pour quelle famille? La boulangerie artisanale est belle. Elle est précieuse. Elle mérite d'être défendue. Mais elle ne nourrit pas un pays de 68 millions d'habitants 3 fois par jour à prix accessible. L'industrie alimentaire, avec tous ses défauts, avec tous ses compromis, avec tous ses emballages plastiques et ses conservateurs et ses chaînes de production standardisées, cette industrie remplit une fonction que personne d'autre ne remplit. Quand elle rétrécit, quelque chose rétrécit avec elle. Pas seulement des chiffres d'affaires, pas seulement des effectifs, une capacité collective à se nourrir de façon autonome, souveraine, ancrée dans le territoire. L'usine de Saint-Jean-d'Angély est fermée depuis 2013. Les murs ont été rachetés. L'histoire qu'il contenait s'est dispersée avec les ouvriers qui sont partis. Mais dans les supermarchés français, sur les étagères du rayon boulangerie industrielle, le Savane est encore là. Le pain Jacquet aussi. Fabriqué ailleurs, par moins de gens, dans des usines que personne dans les villes d'autrefois ne connaît plus. On les achète encore, par habitude, par fidélité, par praticité, ou peut-être, simplement, parce que certaines choses ont une façon de durer plus longtemps que tout ce qui les a rendues possibles.